Ce qui est en train de se passer est la pire des choses en réalité, c'est qu'on assiste à nouveau à des pogroms. Et ces pogroms se déroulent sur la terre d'Israël. A commencer par la foire mondiale de l'antisémitisme qui a ouvert ses portes dès le 7 octobre au soir. C'est d'ailleurs tout l'avantage d'un pogrom réalisé sur le sol israélien contre des Israéliens, c'est de permettre... C'est un véritable pogrom, il n'y a pas vraiment d'autres mots. Exhibé devant une foule galvanisée par la haine du juif. Le Hamas, c'est Daesh. Des juifs victimes de pogroms 120 années après Kishinev. Jamais depuis la tragédie de la Shoah, autant de juifs n'avaient été massacrés le même jour. Mais cette fois, c'est en Eretz Israël. Et il n'y a pas d'autre mot. Il y a eu un gigantesque pogrom qui a été commis en terre d'Israël. Un pogrom commis par les militants ou les djihadistes fanatiques du Hamas. Je vais terminer en dédiant cette cérémonie aux 1400 victimes des pogroms du 7 octobre 2023. Un événement qu'il faut quand même nommer et regarder pour ce qu'il est, c'est-à-dire que les attaques pogromistes perpétrées par le Hamas le 7 octobre sont aussi un événement en soi qui ne ressemble en rien à ce qu'on a pu vivre en 2014. Pogrom, terroriste, rajoutons à ça les mots islam, musulman qui font la une des médias en France depuis des années. Le narratif est posé Israël et tous les Israéliens sont des victimes de l'islamisme et de l'antisémitisme. Lors des attaques du Hamas du 7 octobre 2023 contre des Israéliens, non seulement les médias bourgeois et toutes sortes de célébrités, de l'extrême droite antisémite aux sionistes, en passant par des femmes qui se présentent comme étant féministes, se sont empressés de condamner ces attaques, mais beaucoup d'entre eux ont aussi parlé de terrorisme et de pogrom. S'il y a déjà eu une pléthore d'analyses très pertinentes sur l'emploi du terme terrorisme, il y en a moins eu sur l'emploi du mot pogrom. Le problème avec le mot pogrom, c'est qu'il n'y a pas de définition juridique, contrairement aux termes génocide, apartheid, crime de guerre, crime contre l'humanité ou nettoyage ethnique. Donc quand on cherche la définition du mot pogrom, on tombe sur ça dans le Larousse, c'est assez bref. Et sur le site du CNRTL, qui a été créé en 2005 par le CNRS, on trouve ceci. Concrètement, quand on s'informe sur les pogroms qu'il y a eu dans l'histoire, ce qu'on retient aussi, et ce que ne dit pas la définition du CNTRL, mais que le Larousse met un peu plus en évidence, ainsi que la définition sur Wikipédia, c'est qu'à chaque fois, les communautés ethniques ou religieuses visées étaient des minorités. Là où l'analyse s'arrête, c'est au niveau politique. C'est que la persécution et le massacre de ces communautés minoritaires ont été rendus possibles en raison du racisme à l'égard de ces communautés qui vivent dans l'État. Et le racisme ne tombe pas du ciel. C'est dans l'intérêt de l'État capitaliste de maintenir, entretenir et de s'appuyer donc particulièrement sur les médias, l'école, le cinéma, la littérature et une certaine philosophie pour diffuser une idéologie qui sert les intérêts du capitalisme, comme le racisme entre autres, ce que Marx et Engels appellent la superstructure. Les minorités ethniques ou religieuses sont donc en situation de vulnérabilité, de domination, d'oppression par rapport à l'autre communauté. Et ça, c'est rendu possible parce que ça va dans l'intérêt du capitalisme et autrefois du féodalisme. Que ce soit des pogroms envers les juifs ou que ce soit des pogroms envers d'autres communautés comme le relèvent des médias français, ce sont toujours des ethnies minoritaires, dominées, opprimées. Par exemple, le Courrier international et Marianne parlent du pogrom d'Istanbul du 6 et du 7 octobre 1955, principalement dirigé contre les Grecs, qui étaient une minorité, ainsi que les communautés juives et arméniennes qui étaient aussi attaquées et qui étaient aussi des minorités. On peut aussi citer l'Omni, un média français dont France Télévisions est propriétaire, qui parle des premiers pogroms de Tutsis en 1959, qui ont donc précédé au génocide des Tutsis au Rwanda. Et là encore, les Tutsis étaient une minorité ethnique. Il y a aussi l'INA, Le Monde Diplo et Le Monde qui parle du pogrom de Sumgait qui commence le 27 février 1988 par les forces armées azerbaïdjanaises contre des Arméniens. Sumgait, qui est à quelques kilomètres de la capitale de l'Azerbaïdjan, le nombre de victimes officielles s'élève par au moins 30 Arméniens et des centaines de blessés. 2 années plus tard, il y a le pogrom de Bakou. Arte, Le Monde, Le Point, l'Obs parlent du pogrom de Bakou du 12 au 19 juin 1990. Le bilan fait état d'au moins 90 morts civils arméniens et de 700 blessés. Et là encore, les Arméniens sont une minorité ethnique dans Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Plus récemment, Le Monde, l'Humanité, RFI et Libération ont parlé du pogrom du Gujarat en 2002. Des hindous nationalistes avaient visé les populations musulmanes et ont fait entre 800 et 2000 morts. L'Inde est un pays composé majoritairement d'hindous
où les musulmans font partie des minorités religieuses. Et encore plus récemment, France 24, RFI, BFM TV ont parlé brièvement du pogrom à Ouara, qui est une ville en Cisjordanie. Ça s'est produit en février 2023, mais là, ils le reprennent entre guillemets, le mot pogrom. Ce qui est pratique avec les guillemets, c'est que ça permet de se cacher derrière ceux qui ont employé ce terme, sans prendre la responsabilité de qualifier de pogrom un pogrom. En plus, quand on lit sur le pogrom de Ouara, on voit que ça a même été utilisé par des sionistes qui colonisent la Cisjordanie, par des ONG, par des militants israéliens anti-occupation, et même quand on sort de la presse française, on trouve dans la presse sioniste israélienne un général de Tsahal qui parle de pogrom. Si même des sionistes utilisent ce terme et que les médias français ne sont pas capables de l'utiliser, pour Ouara, c'est qu'il y a quand même un gros problème. Il y a quand même Libération et l'Humanité qui l'ont utilisé sans guillemets, et ils ont bien raison puisque dans un territoire colonisé, dans un état d'apartheid, avec l'appui de l'État israélien, de l'armée, avec la complicité de l'autorité palestinienne qui est corrompue, s'enrichit en tant que sous-traitant de l'État colonial et d'apartheid qui est Israël, et qui représente la bourgeoisie comprador en Palestine, les colonisés sont dans un état de domination, d'oppression. Et quand des colons brûlent des dizaines de maisons, de voitures, de commerces en Cisjordanie qui appartiennent aux Palestiniens, tuent un Palestinien, font plusieurs blessés graves chez les Palestiniens et tuent leurs moutons, ça répond à la définition de pogrom. Dernièrement, avant le 7 octobre 2023, le Courrier international parlait de pogrom à Chypre contre des immigrés, particulièrement des Syriens, en septembre 2023. Et là encore, ça touche une minorité ethnique donc. Et il y a aussi tous les pogroms envers la communauté juive. Il suffit de taper pogrom sur Google et on tombe sur la liste de pogroms antisémites sur Wikipédia. C'est bien documenté et ça s'explique historiquement puisque pogrom, qui est un mot russe à la base qui veut dire destruction, pillage, était attribué spécifiquement envers la minorité juive pour qualifier les attaques antisémites qu'elle subissait sous le régime tsariste. Et après, ça a été utilisé pour qualifier tous les massacres antisémites qu'il y a eu tout au long de l'histoire, précédant même l'Empire tsariste. Et ensuite, comme l'explique le site du CNTRL, par extension, ça vient aussi qualifier un soulèvement meurtrier suscité par toute forme de racisme et d'intolérance. Donc, concrètement, quand on analyse les pogroms qui ont eu lieu au cours de l'histoire, qui ont été qualifiés comme tels par les historiens ou par la presse, c'est toujours parce que la communauté qui subit un pogrom est en situation de domination, d'oppression, en minorité, ou elle peut être dominée. Ce sont des massacres, des meurtres, des émeutes d'une population sur une autre population minoritaire, persécutée en état d'oppression, victime de racisme, avec parfois l'appui officiel ou officieux des forces armées du pays, dans lequel vivent ces minorités, très souvent avec une bienveillance de l'État en question à l'égard des personnes qui commettent ces pogroms. Mais alors pourquoi là, c'est juste impossible de qualifier les attaques du Hamas de pogrom? Pourquoi ça ne répond pas à la qualification de pogrom? Déjà parce que les Israéliens ne sont pas une minorité ou ne sont pas opprimés par un pays voisin, au contraire, ni par le pays qu'ils colonisent par définition. Deuxièmement, quand on lit les revendications du Hamas où il dénonce plusieurs crimes contre l'humanité et les injustices qui caractérisent justement le sionisme, l'État d'Israël, dans ces revendications, il n'y a pas d'appel à tuer des Israéliens parce qu'ils sont juifs. Ce ne sont pas des attaques et des meurtres antisémites. Mais alors pourquoi le mot pogrom est quand même beaucoup employé par certains médias et certaines célébrités? Les extraits dans l'introduction ne sont qu'un échantillon des personnalités et des médias qui ont utilisé le mot pogrom, alors que ça ne répond pas à la définition que les historiens et la presse en ont fait jusqu'à présent. Un pogrom, c'est du racisme pur. Le mot pogrom, contrairement au mot massacre, est très politique et convoque donc dans notre esprit le meurtre et la persécution des juifs en raison de leur judaïté. Tout ce pan de l'histoire où l'Europe, où les juifs ont été massacrés par pure haine des juifs. Dire que des Israéliens ont été tués ou pris en otage en raison de leur judaïté par le Hamas, cela évacue complètement le contexte politique dans lequel ces crimes et ces prises d'otages ont été commis. Cela étouffe non seulement les revendications du Hamas où il dénonce plusieurs crimes contre l'humanité et les injustices qui caractérisent justement le sionisme, l'État d'Israël, la résistance du Hamas, mais aussi ce mot est tellement chargé politiquement et historiquement qu'il vient placer le début de quelque chose d'affreux en Israël, en Palestine occupée, qui débute le 7 octobre 2023. Et déjà avant les attaques du Hamas, et encore maintenant, on avait le droit de la part de la grande majorité des médias au fameux concept du conflit israélo-palestinien. C'est une expression qui renvoie à une forme de symétrie entre deux camps qui se font la guerre depuis des décennies. Ça gommait déjà le colonialisme et l'apartheid et tous les crimes contre le peuple palestinien qui en découlent donc. Et là, avec l'emploi du terme pogrom, on bascule dans un autre récit. Un groupe désigné comme terroriste
commet un pogrom. Le conflit n'est plus symétrique, il est asymétrique. Et les victimes dans ce récit qui commence à partir du 7 octobre 2023, dans une grande partie de la narration médiatique, ce sont les colons. C'est l'État d'Israël. Le mot pogrom installe un schéma narratif où les Israéliens, qui sont de fait des colons, deviennent alors des Juifs opprimés en raison de leur judaïté. Ce qui inverse complètement la situation politique entre colons et colonisés. Alors même que les Israéliens ne sont pas en situation d'oppression en raison de leur ethnie ou de leur appartenance religieuse en Israël, au contraire, c'est juste impossible. C'est impossible en raison de l'existence même de l'État d'Israël, qui se définit comme un État juif depuis 1948, dans lequel les non-juifs sont des citoyens de seconde zone. C'est l'un des fondements du sionisme. L'État d'Israël, par son colonialisme, son occupation, les nettoyages ethniques, la Nakba, l'apartheid, et plus récemment dans l'histoire, a officialisé tout cela en adoptant la loi État-nation juif en juillet 2018. Cette loi est définie comme une des lois fondamentales faisant office de constitution d'Israël. L'une des clauses de cette loi dit que le droit d'exercer l'autodétermination nationale dans l'État d'Israël est unique au peuple juif. Cela exclut donc de fait tous les non-juifs, donc les colonisés, les Palestiniens. C'est pourquoi c'est impossible d'être une minorité persécutée quand on est israélien dans l'État d'Israël face à un peuple qui lutte juste pour vivre sur ses terres, pour vivre libre, sans occupation, dans son pays, pour être reconnu comme un citoyen, un humain, alors même que l'État d'Israël nie ce droit. C'est pour toutes ces raisons que les attaques du Hamas lors du 7 octobre 2023 ne peuvent pas être qualifiées de pogrom. Les Israéliens n'ont pas été visés en raison de leur judaïté et ne sont pas une minorité persécutée en Israël. Donc voilà, le but quand certains et certaines parlent de pogrom, c'est encore une fois d'instrumentaliser l'antisémitisme, instrumentaliser des juifs qui ont été victimes de l'antisémitisme, de véritables pogroms dans l'histoire pour cacher l'apartheid, la colonisation, la Nakba, les camps de réfugiés palestiniens qui n'ont pas le droit de revenir sur leur propre terre. Et ces personnes et ces médias qui instrumentalisent des juifs qui ont été persécutés, assassinés en raison de leur judaïté, c'est juste abject. Et ce sont les mêmes qui osent accuser les autres d'antisémitisme. Historiquement, le sionisme a des liens très forts avec l'antisémitisme et actuellement, les propos de certaines célébrités le rappellent. Et il faut écouter Delphine Orvillers qui vient illustrer ce propos. Sache. Vous savez, depuis des années, chacun se demande qui est antisémite, qui ne l'est pas. Je pense que la question elle est plus complexe que ça. Il faut toujours se demander à quel moment le langage antisémite parle en moi. Eh bien, peut-être à partir du moment où toi et d'autres instrumentalisez le mot pogrom, non ? À partir du moment où tu instrumentalises la persécution des juifs dans l'histoire, par exemple. Ça me paraît immoral et antisémite quand même. Est-ce que parler de pogrom à tort et à travers, qualifier de pogrom des attaques qui ne relèvent pas de la qualification de pogrom, servent à combattre l'antisémitisme ? Pas sûr, au contraire. À quel moment dans ma vie, par mon indifférence, par mon refus de prendre mes responsabilités, je suis en train d'accuser un autre, de nourrir en fait comme d'ouvrir une boîte de Pandore antisémite qui va passer par moi et déferler sur la société peut-être sans que je m'en rende compte. Cette question. Eh bien, en ce moment, peut-être, juste par ton indifférence envers tout ce qu'Israël et les colons ont fait subir aux Palestiniens et aux populations civiles des pays voisins qui durent depuis des décennies, des crimes contre l'humanité, des crimes de haine sur lesquels tu étais peu loquace. Et du coup, tu montres une indignation à géométrie variable, tout en instrumentalisant le mot pogrom. Tu dénonces sur Instagram la République islamiste d'Iran qui assassine des Iraniens et des Iraniennes, et à juste titre d'ailleurs, mais aucun mot pour appeler à libérer les prisonniers, les otages politiques palestiniens, dont des enfants qui sont torturés et parfois détenus sans charge ni procès pour une durée inconnue et renouvelable indéfiniment. Tout ça depuis des décennies, mais tu t'insurges contre les attaques du Hamas et la prise d'otages d'Israéliens. Pendant que les Palestiniens croupissent en prison et subissent le colonialisme et l'apartheid, Madame Orvillers posait avec le président israélien pour la photo. Peut-être que dans tout ça, oui, elle accuse effectivement un autre, qu'elle refuse de prendre ses responsabilités, comme elle dit. Peut-être qu'instrumentaliser le mot pogrom, c'est ouvrir une boîte de Pandore antisémite. Encourager à marcher avec Le Pen, Zemmour et toute une clique de néo-nazis, comme elle l'a fait, peut-être que c'est ouvrir une boîte de Pandore qui passe par elle et qui va déferler sur la société, comme elle le dit elle-même. Concernant la Palestine occupée, tous les médias, toutes les célébrités qui se sont exprimées à partir du 7 octobre 2023 seulement, qui se sont indignés sur les attaques du Hamas, on les a jamais entendus avant sur les massacres de Palestiniens de la part de l'État israélien ou de colons israéliens, ou alors si peu et avec un angle vraiment différent. Et le comble, c'est que Delphine Orvillers, qui utilise le mot pogrom, pourtant, elle dit qu'elle n'aime pas qu'on emploie des mots chargés historiquement.
réponse permanent. Alors peut-être qu'effectivement le droit est un outil, mais je ne crois pas que ce soit le seul outil. Moi, je crois que, en tout cas, moi, de mon expérience, un des outils, c'est de s'assurer en permanence qu'il y a une ligne de communication et de conversation qui reste encore possible. Et parfois, ça implique de prendre en compte que les mots des uns ne sont pas entendus par les autres de la même manière. Vous pensez à quoi Par exemple, vous voyez la question de l'apartheid. Moi, je pense que souvent, quand ce mot surgit dans la conversation, c'est la fin de la discussion. Alors, on peut argumenter sur qu'est-ce que ça veut dire exactement. Le fait est que c'est tellement chargé, ce mot de l'Afrique du Sud, d'un contexte historique, ce qui fait qu'à partir du moment où vous le prononcez, eh ben, vous n'avez plus d'interlocuteur. Et je trouve ça très contre-productif. Et je pense qu'il est beaucoup plus intéressant aujourd'hui. Moi, vous voyez, j'en fais l'expérience dans un autre domaine. Donc ça vous heurte, par exemple, quand vous entendez apartheid? C'est-à-dire que je pense que ce mot, il a été utilisé même dans la rhétorique palestinienne, même avant 1967, c'est-à-dire à un moment donné où il n'y avait pas encore de colonie. Donc, en fait, il y a quelque chose qui, pour moi, est un peu une instrumentalisation du mot qui, en fait, on peut discuter de ce qu'il signifie, mais l'utiliser est contre-productif. Vous voyez, moi, par exemple, dans le dialogue interreligieux, je me rends compte, je fais une petite parenthèse, que souvent, quand je dialogue avec un interlocuteur, je dois accepter le fait qu'un mot dans sa bouche ne résonne pas à mon oreille de la même manière. Et c'est très contre-productif d'utiliser des mots qui nous enferment un peu plus, plutôt que d'ouvrir des chemins de communication. Quand elle dit qu'avant 1967, il n'y avait pas de colonie, c'est un mensonge. C'est le problème avec les sionistes de gauche ou de droite, des colonialistes de gauche ou de droite. Il n'y a pas une grande différence entre eux. Ils ne se réfèrent pas à l'histoire. Elle se réfère à l'historiographie sioniste, l'historiographie israélienne. En tant que sioniste de gauche, elle concède qu'il y a et qu'il y a eu du colonialisme, mais que ça remonte juste à partir de 1967. C'est-à-dire lorsqu'Israël a attaqué l'Égypte, la Syrie et la Jordanie pour occuper une partie de leur territoire en 1967. Ok, c'est du colonialisme, mais le début du sionisme en Palestine, les premiers terrains achetés, acquis, volés, la Nakba en 1948 qui fut un nettoyage ethnique, ce n'est pas du colonialisme apparemment. Donc visiblement pour Delphine Orvillers, c'est contre-productif d'utiliser le mot apartheid, mais par contre, c'est pas contre-productif d'instrumentaliser le mot pogrom quand il ne s'agit pas d'un pogrom. Alors que le mot apartheid est utilisé pour qualifier, je cite la définition juridique du statut de Rome, un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime. Ça correspond exactement à la situation que l'État d'Israël impose aux Palestiniens, mais ça la dérange parce que c'est chargé historiquement, que c'est contre-productif et qu'après il n'y a plus d'interlocuteur. Mais étrangement, ce n'est pas le cas avec le mot pogrom, bien que celui-ci ne désigne même pas un pogrom. Jusque dans le langage, les sionistes, les oppresseurs, décident de quel mot est légitime ou non. Eux seuls peuvent décider de ce qui peut être dit ou non. Par ailleurs, il ne peut pas y avoir de dialogue entre colons et colonisés. Ça ne sera pas la solution à la fin de l'occupation et de l'apartheid. Les colonisés ne sont pas en position de force pour dialoguer et négocier avec l'État qui les opprime, les exploite et est le pays qui a le plus violé de lois internationales dans le monde que tous les autres pays réunis en 2022. Et le mieux, c'est de terminer cette vidéo avec une intervention de Norman Finkelstein qui dénonce toute cette hypocrisie. Bien que la vidéo date de plusieurs années, son discours est toujours autant d'actualité. Go ahead. Hi. During your speech, you made a lot of references to Jewish people as well as certain people in your audience, not Jewish people in general, but certain people, especially in your audience, to Nazis. Now, that is extremely offensive when certain people are German. And they're also extremely offensive to people who've actually suffered under Nazi rule. I don't respect that anymore. I really don't. I don't like and I don't respect the crocodile tears the crocodile tears. No. I'm sorry, folks. Allow me to finish and allow me to finish. Listen, sir. Allow me to finish. Allow me to finish. Sir. I don't like to play before an audience the Holocaust card. But since now I feel compelled to. My late father was in Auschwitz. My late mother, please shut up. My late father was in Auschwitz. My late mother
was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family, on my father's side, the Jews did not take arms against the Germans. My late father was in Auschwitz concentration camp. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what's being done.